Et je pense que sans préambule, on ne fera pas de pause pour aller à au prochain atelier. Qu'en penses-tu, Christophe? C'est ce que j'allais te proposer, c'est parfait. Ok. Alors, pour le prochain atelier, on va accueillir Fabrice Perboyer et Manfred Schmidt de la société Zener. Donc, Fabrice et Manfred, je vous invite à ouvrir vos caméras et vos micros. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour tout le monde. Fabrice, je vais vous demander si vous voulez bien partager votre présentation, puisque vous allez pouvoir la gérer vous-même. Et Fabrice et Manfred, Zener, pour moi, c'était un fabricant de compteurs. Je pense que vous êtes toujours fabricant de compteurs. Voilà, merci beaucoup pour cette réflexion-là. C'est exactement le cas. Nous sommes toujours encore un producteur de compteurs. On fait ça depuis bien plus de 100 ans. Mais nous avons bien sûr aussi changé un peu. Ça veut dire, si maintenant, Fabrice, tu veux bien nous partager, j'espère bien que vous me voyez maintenant d'une meilleure façon. On vous voit très bien, oui. Merci beaucoup. Et justement, c'est important peut-être avant de commencer cette question de l'interopérabilité, qui est un enjeu fondamental de la Smart City, peut-être nous redonner un peu, nous resituer Zener dans son activité, puisque vous n'êtes pas que des fabricants de compteurs, et vous êtes bien au-delà. Voilà, c'est la raison pourquoi on vous a mis ce premier slide que vous pouvez voir. Alors, vous retrouvez notre nom Zener. Nous sommes des producteurs depuis bien plus de 100 ans de compteurs d'eau et des compteurs énergétiques. Et vu que nous avons des très grands développements mondiaux, ça veut dire la digitalisation, avec ça, bien sûr aussi la décentralisation, la décarbonisation. Et avec ça, bien sûr, aussi des offres disruptives. La famille Lehman, qui est le propriétaire central de Zener, mais aussi de Minol et de Bonata, a décidé de faire des investissements très importants au niveau de la digitalisation. Ça veut dire que nous avons évolué non seulement dans le wireless M-Bus, ce que nous avons commencé il y a bientôt 20 ans. Nous sommes aujourd'hui aussi dans le domaine du LoRaWAN. Ça veut dire un système complètement interopérable, un système modulaire où nous pouvons faire les propositions au long de la chaîne de valeur. On va vous montrer ça maintenant dans cette présentation que vous allez voir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Zener vous propose vraiment du compteur à la solution pour vos clients, la solution pour votre digitalisation, pour votre développement dans le digital, tout ce que vous avez besoin. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, Zener, je crois que la diapo suivante, c'est votre implantation mondiale. Oui, c'est ça. Donc, pour en revenir effectivement sur la partie Zener, donc c'est plus d'un siècle d'existence, comme le disait Manfred. C'est plus de 1500 collaborateurs à peu près à travers le monde. C'est 20 sites 20 filiales dans le monde, à peu près 4 sites de production. C'est 18 millions de produits qui sont fabriqués pour la mesure principalement aujourd'hui à travers le monde. Et on exporte à peu près dans 90 pays. Donc, on a une grosse présence mondiale aujourd'hui. Et donc, dans le monde de l'eau, vous avez particulièrement les compteurs, comme on a dit. Oui, alors c'est toute une gamme aujourd'hui sur tout type de technologie, donc aussi bien du mécanique, volumétrique, vitesse, gros débit, pour la sectorisation aussi, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, les ultrasons aussi qui arrivent. Et ça va venir un petit peu dans le sujet de l'ordre du jour, c'est que tous ces produits sont bien sûr connectables. Donc M-Bus à l'époque, Wireless M-Bus, Sigfox, LoRaWAN, NB-IoT, LTE, tout ce qu'on veut. Le but pour nous a toujours été, et ça a été un petit peu le mot d'ordre de notre PDG, que les produits soient interopérables. C'est toujours ça, la liberté un petit peu pour le client. Alors, Fabrice, vous êtes directeur commercial France de Zener. J'aimerais vous poser cette question-là. Pour vous, qu'est-ce qu'un réseau connecté? Comment vous nous le décrivez? Comment vous pourriez nous le décrire? Alors, un réseau connecté aujourd'hui a toujours existé, alors non, que ce soit sur du filaire il y a très longtemps. Ça s'est démocratisé un petit peu plus via notamment les compteurs d'eau. Ça a été poussé depuis de très longues dates, ça fait plus que de 15 ans facilement maintenant. On a parlé de relève radio mobile au départ, après embarqué dans des véhicules pour aller un petit peu jusqu'à la télérelève.
L'avènement des nouvelles technologies comme le LoRaWAN, le Sigfox ou autres, c'est-à-dire les LPWAN, aujourd'hui font qu'on peut connecter tout objet. C'est-à-dire que potentiellement sur la cartographie qu'on voit aujourd'hui à l'écran, tout objet, disconnecteur, WAN, compteur, peuvent être connectés aujourd'hui. Mais ça passe par une chaîne de valeur et ça passe par une structure, une architecture assez précise quand même. Alors, est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette architecture? Oui, bien sûr. Donc, l'architecture d'un réseau connecté, ça passe bien sûr par des objets, donc compteur de facturation, compteur de sectorisation, des vannes ou autres produits, comme je le disais. On va renvoyer directement ces informations sur des antennes, donc par exemple des gateways LoRaWAN ou d'autres technologies éventuellement. Toutes ces données vont être directement envoyées sur un serveur et sur une plateforme où les informations vont être collectées, stockées et puis traitées pour être envoyées directement via des applications métiers. Après, donc, dans un réseau d'eau, c'est par exemple la facturation, la surveillance, les alertes, les services aux abonnés. Voilà. On peut imaginer tout type d'application après. Et donc, nous, c'est ce qu'on a vu pendant la préparation de cette matinale, c'est que cette architecture de réseau d'eau connecté, aujourd'hui, elle est devenue complexe. C'est un écosystème qui est varié puisqu'on a plusieurs couches qui se combinent les unes sur les autres. Alors, c'est ça qui peut complexifier un petit peu l'affaire, bien que quand c'est bien fait et bien écrit, c'est relativement simple. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire une étude potentielle de couverture. Tout à l'heure, nos prédécesseurs et conférenciers le disaient tout à l'heure, on va déterminer un petit peu le niveau de couverture. Donc, on va poser une antenne sur des technologies. Alors, je prends un exemple, le LoRaWAN, on est sur des portées qui sont à plus de 15 km à peu près en rural et 2,5 km sur des zones un petit peu plus denses comme urbain. Après, on va pouvoir mettre directement n'importe quel objet connecté via ces réseaux, les envoyer encore une fois suivant la chaîne de valeur directement sur le serveur et sur la plateforme pour les envoyer directement sur les applications métiers. Sauf qu'aujourd'hui, on l'a vu à travers de longues expériences, que ce soit les technologies radio diverses et variées, suivant les fournisseurs, la 2G, la 4G, la 5G qui commence à arriver, le NB-IoT, le 169, le Sigfox, eh bien, on va multiplier un petit peu tout ça. C'est-à-dire que suivant la technologie qu'on va faire, d'où on va faire le choix, ça va multiplier encore les choix de plateforme, les choix de visualisation au niveau des applications. Donc, c'est là où ça complexifie un petit peu la chose. Et là, c'est la situation actuelle. Donc, c'est inhérent au déploiement des objets connectés. On utilise différentes technologies de communication, de transmission, et on rajoute des couches et des couches. C'est ça, c'est exactement ça. Et encore, on est uniquement dans le cadre de réseaux d'eau potable. Voilà. Et si on monte un peu la vue d'ensemble, quand on parle de ville connectée, qu'est-ce qu'on englobe dans tout ça? Alors aujourd'hui, avec la loi NOTRe, effectivement, beaucoup de régies d'eau potable, par exemple, ont été intégrées un petit peu au niveau des comités d'agglomération, des Comcom, des métros. Et au sein de ces métros, il n'y a pas que la compétence eau, on peut avoir la compétence effectivement déchetterie, on peut avoir la compétence énergie, on peut avoir du smart parking, comme on l'appelle un petit peu, pour la gestion un petit peu du trafic. Il y a tout le côté environnemental qui est très important maintenant pour les élus. Donc, ce qu'on a vu au départ pour le réseau d'eau, on peut l'appliquer à différentes solutions et c'est d'autant de couches qui viennent se rajouter. C'est des applications métiers, un petit peu des couches métiers, un petit peu comme un SIG. Ça va parler un petit peu peut-être à tout le monde. Ouais. Donc, là pour reprendre un peu les choses, c'est que on vient d'expliquer que dans le monde des réseaux d'eau, en termes d'objets connectés, ils sont connectés entre eux sur différents écosystèmes avec différentes méthodes de transmission et de communication. Oui. Donc, dans un même secteur d'activité, on fait cohabiter plusieurs systèmes. Ces systèmes, au niveau de la ville, on retrouve les mêmes pratiques avec différents usages pour lesquels il y a différents déploiements d'objets. Donc, tout ça, ça rend un écosystème varié et complexe. Donc, pour une ville intelligente, on arrive à quelque chose d'extrêmement complexe. Donc, quelle est la bonne méthodologie? Et c'était un peu le but du propos de cette séquence, c'est de comprendre quelles sont les étapes essentielles à aborder, à mettre en place pour arriver à gérer l'ensemble de ces choses, tout en maîtrisant
les coûts, puisque tout à l'heure, on a eu une question sur la mutualisation des infrastructures. Se pose la question de ces couches d'écosystèmes qui ont toutes des impacts sur les investissements. Et on sait tous que les investissements sont des enveloppes budgétaires déterminées, limitées. Et donc, il faut arriver à déployer ces objets connectés dans tout cet univers-là. Donc, vous, comment vous abordez les choses? Quelle est l'approche qu'il faut prendre? Alors, la première approche, on s'est aperçu qu'il y avait, il faut absolument une décision politique, un petit peu là-dedans. Ça passe par vraiment un diagnostic du territoire au départ. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au sein de plusieurs services, chacun a sa petite idée. Mais il faut qu'on essaie d'établir un petit peu tous les atouts, tous les besoins, les spécifications réelles un petit peu de l'entité, au tout départ. Donc, tout ça, généralement, ces services ont toutes des idées. Tout le monde a des idées, sauf qu'on a du mal à les faire. Elles sont tellement foisonnantes qu'on a du mal à les rapprocher. Et il y a quelque chose qui est décisif généralement pour une smart city, ça doit être influé par le politique, vraiment par les élus. Ça part directement de là. Donc, quand ces problèmes sont réglés un petit peu, après, quand tout le monde arrive à se coordonner, on peut avoir après des projets communs, vraiment au sein de l'entité. D'accord. Là, quand vous parlez de projet commun, vous faites dialoguer les différents services. La voirie, les réseaux d'eau, l'éclairage public. Pour vous, c'est ça les projets communs? Oui, exactement, parce que y a des idées qui peuvent se rencontrer. Aujourd'hui, pour qu'une smart city soit réussie, c'est du partenariat, c'est de l'écoute. Et c'est une histoire qui est propre à chacun. C'est-à-dire qu'un modèle économique ou un modèle qui va être demandé par une collectivité ou une entité ne peut pas être la même chez son voisin. Chacun a ses objectifs. Donc, quand les thèmes ou thématiques sont vraiment identifiés, après, les projets peuvent commencer à être montés, justement. Et ce qu'on recherche, justement, un petit peu là-dedans, c'est à fédérer un petit peu les différents services. Quand la liste est faite, quand tout est bien écrit, on peut après passer directement à la faisabilité. Et la faisabilité, ça passe automatiquement par une phase de test. Il faut que cette phase de test soit faite, soit réalisée, soit extrêmement simple pour qu'après, on puisse passer directement, enfin, il faut valider le concept pour passer au déploiement après. Donc ça, c'est la dernière étape. Mais pour qu'il y ait un déploiement à grande échelle, mais c'est surtout une exploitation à grande échelle, il faut réellement que ce test de faisabilité soit fait pour voir un déploiement massif après par la suite. Encore une fois, Arnaud, la Smart City ou le Smart Metering, peu importe comment on l'appelle, c'est une histoire qui est propre à chaque entité. Hein. Vraiment. D'accord. Et alors, ça, c'est la théorie. J'ai envie de dire que sur le papier, c'est facile à décrire et c'est facile à théoriser. Est-ce que vous avez un cas concret à partager qui illustre le fait de construire une smart city à travers des besoins de territoire ou des besoins opérationnels en partant des réseaux d'eau, par exemple? Oui, alors je vais vous parler d'un schéma qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Ça remonte à plus d'1 an et demi à peu près. Alors, je ne peux pas vous évoquer encore l'entité parce qu'on est sous les dossiers d'appel d'offres en ce moment. Il y a des réponses qui sont en attente, donc je ne peux pas trop évoquer l'entité. Mais voilà comment ça s'est passé. On a été sollicité il y a plus d'1 an et demi, effectivement, par la ville qui a rejoint une agglomération avec des services. On s'est rendu compte que pendant ce rendez-vous, était conviée avec nous pas uniquement la partie bâtiment pour la surveillance un petit peu du monitoring des réseaux d'eau et des compteurs, mais la partie électrique et la partie numérique aussi. Donc, il y avait la DSI qui était dans la boucle un petit peu de ce projet. Donc, la problématique qu'ils avaient au tout départ, et c'est là où ça a lancé un petit peu les choses, le service éclairage public, pardon, avait un objectif, parce qu'ils avaient une problématique, moins de personnel, et pendant certaines manifestations, ils se devaient de couper certains points lumineux un petit peu dans différents quartiers ou différentes villes. Donc, aujourd'hui, ils utilisaient une technologie pour contrôler directement les horloges astronomiques. Donc, c'est un petit peu l'objectif du dossier d'appel d'offres qui s'est monté. Et ils ont fait un choix technologique. Sauf que ce choix technologique, nous, dans le métier de l'eau, on ne le connaissait absolument pas. Donc, on s'est rapproché de leurs partenaires
on a échangé avec eux, on a pu trouver une solution. Donc, on est parti sur une solution LoRaWAN. Donc, le but étant de pouvoir contrôler ces horloges astronomiques, nous, de rajouter directement nos compteurs pour les faire passer directement sur les antennes de leurs fournisseurs actuels. Après ça, suite aux différentes discussions qu'on a pu avoir avec eux, on a un modèle de produit, si vous préférez, Arnaud, qui n'est pas uniquement aujourd'hui du compteur d'eau. C'est-à-dire on s'appuie sur des partenariats divers et variés, notamment dans les objets connectés. Et à travers ce catalogue, un petit peu, ils ont fait le choix de vouloir utiliser aussi tout ce qui était vannes connectées. Alors pourquoi? C'est que quand l'information arrive, comme quoi il y a une surconsommation ou un défaut au niveau du compteur éventuellement, ils pouvaient intervenir directement pour fermer la vanne à distance. Et après, faire la maintenance directement avec la personne qui est habilitée pour le faire. Voilà, donc ça c'est la première chose. Après, quand tout a été posé comme ça, c'est posé le choix, on reprend la chaîne de valeur, Arnaud, c'est le choix du serveur et de la plateforme. Donc là, on était sur technologie LoRa et LoRaWAN. Les clients nous ont dit, écoutez, nous c'est très bien, sauf qu'il y a des technologies actuelles, il y aura des technologies futures. Aujourd'hui, cette technologie qu'on utilise est propre à la ville, mais dans les autres collectivités de l'agglomération, on voudrait poser potentiellement d'autres antennes. Encore une fois, on va essayer de rendre les choses interopérables. Donc, on leur a proposé, suite à ça, un serveur avec une plateforme qui s'appelle chez nous Element IoT. Et c'est là l'avantage un petit peu de ce produit. Et pour tout réseau connecté, on va dire, c'est que si je fais le parallèle par rapport à un véhicule, pour qu'il avance, il vous faut un bon moteur. Et dans le choix un petit peu du client, Element s'est porté comme le moteur garant un petit peu de la réussite de ce projet. Pourquoi? C'est que Element aujourd'hui peut accueillir aussi bien les technologies qui ont été passées, qui sont actuelles ou futures. On a déjà, alors je crois que ça a été évoqué un tout petit peu tout à l'heure, des solutions comme la 5G, 4G, le NB-IoT, le LTE, c'est déjà des produits aujourd'hui qu'on utilise et qu'on a intégrés directement sur notre plateforme. Donc après, ça laisse libre cours aux envies et un petit peu aux objectifs un petit peu de la collectivité qui vont pouvoir éventuellement faire un choix de technologie qu'ils souhaitent, peu importe la technologie, de connecter n'importe quel objet après sur leur réseau, suivant leurs applications et suivant leurs désirs, pour aller directement après sur les API métiers dédiés après. Donc aussi bien les déchets, l'eau, l'éclairage public ou autre. Après, c'est du choix. Donc là, vous êtes en train de dire qu'on va réduire les couches d'écosystème oui. pour simplifier la gestion des objets connectés. Oui, c'est ça. La chaîne de valeur est très précise, Arnaud, comme je vous l'ai dit, et le moteur principal, c'est réellement la plateforme et le serveur. C'est la plateforme qui va pouvoir accueillir tout ça. Tout ça, il faut pouvoir stocker ces informations, il faut pouvoir les analyser pour les retraiter après. Et ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Aujourd'hui, il y a des solutions qui peuvent exister peut-être où on ne verra pas apparaître ce logiciel, enfin cette plateforme. Pourquoi? C'est qu'il faut que les élus et surtout les services concernés puissent prendre la main dessus aussi. Donc, il existe une version SAS hébergement, où éventuellement on peut installer directement le produit sur les serveurs de la collectivité aussi. C'est pas un problème. C'est important. Oui, pardon. C'est important, bien sûr, de savoir qu'avec LoRaWAN, vous avez un standard mondial. C'est-à-dire que vous pouvez prendre beaucoup de compteurs. Nous avons plus de 500 producteurs de compteurs, de devices, de capteurs sur le côté LoRaWAN pour faire la métrologie. Et avec Element IoT, nous savons déjà aujourd'hui en Allemagne plus de 100 clients avec plusieurs milliers de capteurs de devices pour recevoir les bonnes données et pour faire des solutions. Parce que ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'avoir une machine centrale, tu l'appelais ça moteur, Fabrice. Avec notre Element IoT, nous pouvons rendre beaucoup de services, nous pouvons faire la visualisation comme le client le veut, ce sera de son côté à lui et vous pouvez intégrer toutes les données, vous pouvez intégrer des alarmes, vous pouvez faire des règles sur Element IoT qui seront directement travaillées, directement transmises sur votre
logiciel sur votre logiciel de visualisation, par exemple. Alors, ça veut dire que nous avons vraiment une multitude de possibilités sur le côté maintenant des capteurs, des compteurs, pour visualiser vraiment plus ou moins tout. C'est le parking, ce sont les déchets, c'est tout ce qui est smart. Pour compléter un petit peu ce que dit Manfred, Arnaud, c'est pour vous faire voir la capacité d'Element, c'est que Element aujourd'hui gère à peu près, il y a 18 000 en gestion, 18 000 gateways à peu près. C'est à peu près pas loin de 1 million, je crois, 1 million 30 ou 300 et quelques mille objets connectés sur cette plateforme. Et c'est à peu près 123 millions de données qui sont traitées par jour, par Element. Donc c'est un gros moteur hein, quand même, hein, un très très gros moteur. Et comment vous abordez l'existant? Est-ce que cette solution vient se substituer à des choses ou comment elle se substitue à des passerelles existantes? Manfred, tu veux répondre? Ben oui, au moment où il y a une passerelle, et cette passerelle, ce gateway, ce routeur envoie ces données à certaines plateformes ou autres, on peut les connecter directement avec Element IoT. Ce sera toujours la question d'où viendra et quelles données, d'où viendra quelle trame. Mais Element IoT, comme vous pouvez le voir, est complètement ouvert. C'est un système qui est complètement ouvert. C'est-à-dire que nous pouvons rentrer toutes sortes d'informations, nous les collectons, nous les travaillons et nous pouvons les renvoyer d'une façon dont le client l'a besoin envers ses logiciels à lui ou même d'autres. Ça dépend toujours vraiment du cas de la solution, du use case. C'est-à-dire la diversité est immense. Alors, on a déjà des questions qui arrivent sur le chat et on a notamment une sur la capacité de comment vous validez les capteurs afin de les intégrer dans vos solutions. C'est une question de Philippe Jolivet. Alors, la validation, ça passe par un service opérationnel chez nous, c'est-à-dire qu'on a plusieurs ingénieurs qui… Alors, des technologies, par exemple, ou des produits, des objets connectés comme le LoRaWAN, vous pouvez en trouver partout. Par contre, des bons produits en LoRaWAN, on n'a pas forcément beaucoup. Donc, avant de proposer des solutions directement à nos clients, parce qu'on a des objectifs qui sont clés aussi derrière par rapport à ça, par rapport à leurs attentes, on a une cellule interne qui va valider les capteurs. Donc, on a la validation et après, on a l'intégration directement sur la plateforme aussi, via les capteurs, les antennes, pardon. D'accord. C'est aujourd'hui un catalogue, excusez-moi, je crois que c'est pas loin de plus de 18 000 produits à peu près hein, aujourd'hui, de valider chez nous. Hein. On a créé un site interne qui s'appelle Confluence, qui va nous permettre, si vous préférez, de pouvoir interagir avec aussi bien les responsables de zone, aussi bien que nos techniciens et nos développeurs pour savoir quel produit a été validé. Donc, il peut y avoir des propositions diverses et variées qui viennent d'un peu de partout. Les produits, on les voit affichés. S'ils sont tous à zéro au niveau d'un code, ça veut dire qu'ils ne sont pas validés pour le moment, c'est en attente. Et dès qu'on a un code, ça y est, c'est validé, on peut y aller. Je vais prendre un exemple que j'ai pris en ouverture de la matinale. J'ai ma sonde Proteus qui mesure la DBO en temps réel. Cette sonde aujourd'hui, elle communique via son propre data logger, via la GSM, la 3G, et renvoie sur un serveur cloud. Demain, comment elle s'intègre dans un réseau comme Element IoT? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que quelqu'un… Comment ça s'intègre? C'est un nouveau produit, un nouvel objet connecté. Comment ça va se passer? Ben, c'est plutôt une question vraiment à quel niveau ça doit s'intégrer. C'est aussi une question économique qui doit être posée et qui doit être répondue. Ça dépend vraiment toujours du cas. D'un moment, nous pouvons prendre les données déjà de ce capteur. Nous pouvons aussi bien mettre un lien au Element IoT ou bien on va voir le client et voir comment nous pouvons arranger son dashboard à lui avec les données que nous avons, nous, et les nouvelles données qui vont rentrer. C'est toujours une question à quel endroit exactement au long de la chaîne de valeur je vais intégrer ces nouvelles données, quoi faire avec. Si je vais mettre des règles derrière ces nouvelles données, ce serait bien sûr évident que ces données soient mises directement sur Element IoT et non pas sur un règlement, un logiciel du client.
Mais tout ça sont toujours des questions qui sont à répondre de projet à projet, de client en client. Nous parlons toujours d'une solution. Ça veut dire que tous ces éléments que vous avez au long de la chaîne de valeur doivent être bien étudiés pour trouver la meilleure solution. Et grâce à la possibilité que nous avons avec Element, de pouvoir rentrer toutes sortes de données dans Element, nous comprenons, je crois aussi très bien, quelle valeur peut ajouter ce certain capteur, cette machine de données. C'est toujours une question vraiment de comprendre quel soit le résultat envers le client. Quel résultat veux-tu vraiment avoir? Quelle est la solution? Et vu que nous avons, maintenant bien plus 3 ans, beaucoup d'expérience avec plus de 100 clients, de comprendre exactement quelle est la demande pour proposer la meilleure solution. Nous avons toutes les connaissances dans nos équipes pour pouvoir trouver la meilleure possibilité de connecter ce certain compteur, capteur, quoi que ce soit. D'accord. Okay. Là, on a une question Damien Brunel qui pose une question sur les antennes LoRa, sur les gateways LoRa. Vous utilisez toujours vos propres gateways LoRa? Si oui, pour quelles raisons? Ou utilisez-vous les réseaux LoRa d'opérateurs, Orange, Bouygues, voire communautaires? Ben oui, c'est comme je disais, on a un grand choix. C'est pour ça qu'on parle d'un système interopérable et modulaire. Kerlink, bien sûr, c'est un grand producteur français, mais aussi d'autres sur le niveau maintenant uniquement du gateway, mais aussi pour les réseaux LoRaWAN sont faits de façon aujourd'hui nous connaissons en France Opgenius, Bouygues et aussi Orange ont la possibilité de se connecter. Nous avons la possibilité de connecter toutes ces données qui seront récoltées par ces réseaux-là à notre Element IoT et rendre à nouveau le service au client, c'est-à-dire de rendre le service avec la solution au client. Ça veut dire, à nouveau, nous avons une fois les gateways, bien sûr, nous avons aussi notre propre gateway, mais nous pouvons et nous proposons aussi à nos clients, toujours dépendant des cas, les meilleurs gateways possibles. C'est-à-dire, nous vendons aussi dans nos projets d'autres gateways, mais nous pouvons aussi très bien nous connecter au niveau des LNS, des LoRa Network Server, c'est-à-dire un serveur, un logiciel d'une entreprise qui fait uniquement la couverture. Ouais, ok. À savoir, aujourd'hui, Element le gère aussi. En complément de ce que dit Manfred, que ce soit le LNS, on a un petit logiciel interne avec Element qui est greffé à Element qui s'appelle le Gateway Management aussi. Donc, on va pouvoir savoir l'état actuel en temps réel directement et intervenir aussi sur les gateways. Ok. La question, je pense, c'était plus de savoir si vous préconisiez vos propres gateways antennes ou si vous étiez en capacité d'opérer avec d'autres fabricants. Absolument, complètement ouvert. Complètement ouvert. Voilà. Les deux solutions sont possibles. Les deux possibilités. Ouais. Après, une question de Pierre-Henri Bouet, je pense qui complète un peu ce qu'on vient de voir. Est-ce qu'Element IoT est un serveur type cloud ou bien est-il implanté sur les infrastructures de la collectivité? On va commencer avec le cloud. Et si le besoin est vraiment là, bien sûr qu'on peut aussi le déployer directement localement. Et on va toujours d'abord commencer avec un système SaaS, un système cloud. Je crois bien que, bien sûr qu'il faut avoir des connaissances très précises d'un côté, mais de l'autre côté, nous comprenons aussi très bien le besoin de nos clients. Ça veut dire, nous proposons bien sûr à nos clients aussi d'installer le serveur sur les leurs, notre logiciel sur leur serveur. C'est possible. D'accord. Donc, vous n'êtes pas. Tout dépend du besoin, finalement, si je comprends bien. Et vous n'êtes pas fermé à une solution plutôt qu'une autre. Bon. Smart metering, smart city, un petit peu. Moi, je rejoins un petit peu les intervenants d'avant. C'est que c'est pas la technologie qui est déterminante, enfin qui ne doit pas être déterminante justement pour le client. C'est plus les attentes du client et la technologie qui se met par rapport à ses besoins et qui s'adapte par rapport à ses besoins. Il y a Sylvain Nicoulin qui pose la question sur les vannes connectées que vous avez pris dans votre exemple, des vannes connectées individuelles au compteur. Oui.
Et il posait la question de la marque. Est-ce que c'était Hydrelis ou pas? Non, c'est du Strega. D'accord. Mais si Hydrelis veut se joindre avec nous dans l'aventure, avec grand plaisir. Oui. Donc, comment vous positionnez? Est-ce que c'est aujourd'hui votre plan de développement, c'est d'aller rencontrer tous les industriels pour qu'il y ait des compatibilités, des accords qui soient faits pour l'intégration dans Element IoT? Comment vous voyez les choses? C'est quoi votre plan stratégique? Alors, c'est suivant un petit peu les cas d'usage de nos clients et les attentes aussi, où on va faire les premières démarches. Généralement, nos clients ont un petit peu plus de poids à apporter pour effectuer ces différents partenariats. Ce qui est vrai au niveau des objets est vrai aussi au niveau des applications. On travaille déjà avec des partenaires qui travaillent dans le domaine de l'eau, avec des facturations des eaux aussi, où il y a des projets communs pour les entités. Donc, c'est plus le projet qui va porter et qui va dynamiser le partenariat. Après, libre à tout fabricant, partenaire, s'il souhaite travailler avec nous, de se rapprocher de nous, ça sera avec un très grand plaisir. On a un exemple justement, c'est dans le Smart Parking, il y a des objets connectés qui s'appellent les produits de chez Bosch. C'est des petits capteurs qu'on met directement sur les places de parking. Aujourd'hui, ils utilisent Element justement pour contrôler les objets et puis directement aller pour leurs applications métiers. Donc, c'est une très bonne référence aussi pour nous. D'accord. Et en termes de déploiement de projet en France, vous en êtes où dans votre développement de projet en France? Alors là, pour nous, alors en Allemagne, ça s'est fait depuis très longtemps maintenant, appuyé justement par Manfred, qui est spécialiste un petit peu là-dedans. Donc, il nous apporte, vu que c'est notre gérant, il nous apporte énormément de savoir et de maîtrise là-dessus, sur le sujet. Aujourd'hui, on a 6 cas, alors pas forcément uniquement sur de la collectivité, il y a de la collectivité sur les 6 cas effectivement, ou sur la régie, pas forcément sur les gros services. Ça peut être on s'en rend compte qu'une collectivité, même avec très peu d'abonnés, souhaite avoir un certain service. On peut avoir des agglos qui n'ont pas les mêmes objectifs et qui en veulent un petit peu plus, mais aussi bien sur de l'hôpital, sur l'industrie, aussi bien sur du smart parking, du smart éventuellement camping aussi. On est sur un projet en ce moment. Donc, c'est vraiment très, très varié. Très, très varié. D'accord. Et quel conseil vous donneriez pour une petite collectivité ou une agglomération de communes pour mettre en place cette mutualisation des services au sein de son organisation? De nous contacter peut-être, non? Oui, euh, euh, ouais, c'était facile, Arnaud. Ben après, c'est on vraiment… a d'ailleurs une question, on a juste avant que vous répondiez, on a une question sur est-ce que vous avez des brochures d'Element IoT en français ou en anglais à télécharger? Donc, ça rejoint votre… Alors, pas sur le site internet aujourd'hui. Alors, on change un petit peu de corporate, justement au niveau du marketing. Ça va être lancé en tout début d'année, normalement, oui. On aura des choses à apporter. Mais donc, pour revenir à cette question sur la petite agglomération qui veut utiliser les services d'un élément central pour diminuer ses frais d'exploitation, quelles sont les bonnes pratiques? On l'a vu tout à l'heure, mais concrètement, comment vous conseilleriez de faire? Quelle est la première démarche? Alors, ça dépend du choix un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne veulent absolument pas gérer la technologie. Donc là, on a des partenariats en sous-traitance aussi où on peut installer, par exemple, alors nous-mêmes au tout départ, ce qu'on va faire, on va faire une préétude via Element. On va faire une préétude de couverture. Quand on voit à peu près les points hauts, c'est des choses qui sont connectées et collectées au tout départ, initialement, on va pouvoir se rendre sur site pour faire directement un test de couverture réel. Quand ce test de couverture est fait après c'est au libre choix un petit peu du client, savoir s'il veut gérer et poser lui-même, par exemple, ses gateways, ses antennes,
Pourquoi? Parce qu'on l'a expliqué tout à l'heure, quand vous avez des services d'éclairage public, généralement, ils sont habilités à monter, ils ont les habilitations électriques, donc ça, c'est des raccordements qu'ils peuvent faire. S'ils ne les ont pas, on peut directement passer par la sous-traitance aussi. Et après, on peut mettre en place directement Element dans sa version la plus light ou transparente, c'est-à-dire que la personne ne veut uniquement avoir de la visualisation via des applications, et on peut gérer Element nous-mêmes, ou les laisser la main, comme le disait Manfred tout à l'heure. Okay. Donc, il y a plusieurs possibilités. Les produits vont s'adresser aussi bien à c'est pas péjoratif, ce que je veux dire, à une petite structure qui a vraiment une grosse structure. D'accord. Tout le monde peut accéder au smart metering ou à la smart city, ça ne pose pas de problème. Oui, c'est accessible à toute organisation finalement, Oui, pas seulement ça. aux grosses organisations. Oui. Alors, j'ai Pierre-Henri Vouet, ne vous excusez pas, Pierre-Henri, de poser des questions. Une question technique sur Element IoT. L'interface de visualisation des données est-il intégrée? Si oui, sur un serveur web, ou bien faut-il forcément interfacer avec un SCADA ou un poste central existant? Manfred? Oui, ça peut être interfacé avec un poste existant. Définitivement, c'est possible. Nous avons fait ça avec beaucoup de Stadtwerke. Ce sont les utilités, multi-utilities ici en Allemagne qui vont aller avoir leurs données directement sur leur système. Normalement, ce sont des systèmes SCADA et ça marche. C'est faisable, oui. D'accord. Okay. La réponse est techniquement toujours oui, ça marche. Et ça a été déjà fait. J'ai l'impression qu'il y a très peu de contraintes chez vous avec Element IoT. Ben oui, c'est un système vraiment très très performant qui est fait, qui a été, a été inventé, je veux dire ça comme ça, quand le LoRaWAN a été mis en place. Nous avons reconnu très très vite que LoRaWAN n'est certainement pas la seule forme, la seule possibilité de connecter des éléments, de connecter des capteurs, des compteurs. Ça veut dire qu'avec ça, nous avons très vite compris que le développement continuera dans tous les métiers, dans tous les sens. C'est pour ça que du premier moment que Element IoT a été programmé, nous avons déjà ça en tête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au long de tous les développements que nous faisons chaque jour, Element IoT est certainement une plateforme très performante. Fabrice vient juste de parler de Bosch. Ils savent, bon, je parle de Bosch, vraiment du Bosch, cette organisation mondiale qui se servent aussi de ce serveur-là. Je crois bien que ça veut déjà dire beaucoup. Il y a d'autres industries qui aussi ont Element IoT pour déployer leurs solutions. C'est vraiment un logiciel très performant. Ce n'est pas Google, mais ça marche très bien. D'accord, ça marche. Écoutez, il nous reste encore quelques minutes pour éventuellement répondre à vos interrogations. J'espère que la présentation a été intéressante pour vous. Est-ce que vous avez des choses, vous, à rajouter, aussi bien Fabrice que Manfred? On essaie de faire cette présentation, je l'espère, assez simple pour qu'elle soit compréhensible. Pour réaliser des choses simples pour les clients, ça passe par beaucoup de choses et ça passe par une équipe performante. Voilà. Et c'est surtout fait pour leur dire courage, allez-y. Les solutions digitales sont définitivement des solutions pour le futur. Je crois bien maintenant avec la situation du confinement et aussi le besoin de recevoir les données qui sont produites par des capteurs décentrales qui sont bien sûr dans des immeubles où nous ne pouvons pas y aller avec un système radio comme le LoRaWAN. Ça marche très très bien. Vous allez aussi voir que vous pouvez travailler avec les données que vous allez recevoir d'une bien meilleure façon. Ça veut dire qu'on peut rentrer vraiment dans l'exploitation de très grands réseaux, qu'on peut voir exactement quels points sont vraiment améliorés. On aura tout ça, on aura toutes les données d'une façon déjà digitale. Il n'y a plus d'obligation de prendre un crayon et d'écrire quoi que ce soit. C'est déjà tout rentré dans un système très performant avec lequel nous pouvons vraiment
voir dans quelle direction va aussi aller notre futur. Ça veut dire, avec toutes les données historiques que je vais déjà collecter, je pourrais peut-être aussi faire des projections dans le futur. Je peux voir comment je vais développer mon réseau. C'est toujours une question, qu'est-ce que j'ai comme possibilité aujourd'hui de pouvoir voir comment je vais développer mon réseau, comment je vais me développer moi-même dans le futur. C'est là où on est. C'est vraiment un élément central, c'est le nom, Element, IoT, un élément central pour vraiment faire un développement digital au niveau de l'organisation totale. C'est pour ça que vous êtes toujours invités et courage de nous interroger. Nous avons l'expérience pour vous aider, pour développer vraiment votre propre solution digitale. C'est ça le central, c'est ce que nous voulons vraiment communiquer à nos clients. C'est non seulement que nous faisons de très bons compteurs, j'aime toujours ça, depuis le temps qu'on fait les vidéos, j'ai toujours un compteur avec moi. On fait non seulement les compteurs, on fait aussi aujourd'hui le logiciel et tous les services qui sont connectés à ça, pour vous accompagner dans votre futur. Alors, on a une question très intéressante de Morgane Lejouan qui pose la question sur vos concurrents. Comment vous caractérisez vos concurrents sur les produits Element IoT? Est-ce que vous êtes les seuls aujourd'hui à proposer un système complètement interopérable ou comment vous vous positionnez par rapport à ça? Vous parlez de quoi? Non, bien sûr, il y a toujours, à chaque niveau, il y a toujours de la concurrence, c'est bien sûr, c'est clair. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de systèmes logiciels. Nous connaissons aussi tous les grands mots, les grands noms au niveau mondial. Ce qu'on a fait, nous, c'est vraiment d'avoir la connaissance au long de la chaîne de valeur et nous avons ce module élémentaire au milieu. C'est Element IoT. C'est un logiciel très performant. Et bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres logiciels très performants. Nous croyons que le nôtre est bien sûr le meilleur. C'est pour ça, vous parlez de quoi? Non, bien sûr, nous avons de la concurrence. Elle existe. Oui. Ouais. Et il y a Patrice Rilly aussi qui pose d'une autre manière une autre question sur la confiance qu'on peut accorder à un fabricant de compteurs pour développer une plateforme IoT plutôt qu'à un pur player informatique. Là, il faut peut-être rappeler la construction du groupe. En fait, finalement, la construction, les compteurs d'eau, c'est une division d'un ensemble d'un groupe. Voilà, alors ça veut dire que nous avons commencé très tôt avec des compteurs électroniques. Ça veut dire que pour la programmation, je commence à prendre ce compteur, ce que vous voyez là-dessus. C'est bien sûr déjà beaucoup de programmation. Et nous avons reconnu assez vite que nous ne sommes pas les seuls à programmer ça, que le monde est assez grand. C'est-à-dire que nous avons racheté certaines connaissances. Vous voyez là maintenant Zener Hesware, par exemple. Vous voyez Zener IoT Solutions. Vous voyez Minol Zener Connect. Vous voyez EPDG. Tout ça sont des compagnies qui ont été… nous avons certaines participations assez importantes. Et avec ça aussi, bien sûr, le savoir-faire de ces différentes organisations. Et nous rassemblons de toutes ces connaissances dans nos projets clients. Ça veut dire ce qu'on fait maintenant, ce qu'on déploie localement, c'est de rassembler toutes ces connaissances techniques. Là, on parle vraiment de technique sur certains projets, toujours dépendant vraiment de la solution qui est demandée par nos clients. Mais oui, techniquement, le développement de Element IoT, il date maintenant depuis 4 ans et demi, 5 ans qu'on programme uniquement ce logiciel-là, uniquement pour des questions autour de la Smart City. Ça veut dire qu'on a certainement un avantage technique assez important. Ouais. Écoutez, merci Manfred, merci Fabrice. Merci je pense que on aura compris qu'on passe au-delà de la fabrication de compteurs avec Zener.